Aujourd'hui, avec Maurice Sèvres, nous abordons les poètes français qui, tout en se nourrissant de platonisme, n'en acceptent pas moins les délicats ou violents plaisirs d'essence, les contradictions furieuses de la passion. Ils vénèrent Platon et considèrent d'un œil envieux un pur amour qui ne leur apporterait que sérénité, mais ils se prêtent néanmoins aux exigences du cœur et des sens. Bref, tout en vénérant le parfait amour, ils sacrifient à celui que les platonisants de stricte observance qualifient de vulgaire. De cela, il ressort que tous ces poètes peuvent être tirés dans un sens ou dans l'autre, et ils constituent à l'égard de l'Église le danger le plus mortel, on ne sait s'ils appartiennent à Dieu ou au diable. À cet égard, Maurice Sèvres est tout à fait exemplaire. Du reste, l'histoire littéraire et l'exégèse ratifient ce jugement. On le tire à U et à Dia. Jean Festugière, après Parturier, déclare qu'il est de ceux chez qui se retrouve de la façon la plus complète et la plus fidèle la doctrine du commentaire sur le banquet. Albert-Marie Schmitt, au contraire, insiste sur le fait que la Délie n'est ni un poème ésotérique, ni un discours idéologique, ni une confession générale, mais un amalgame parfait et que nulle analyse ne parvient à réduire à ses composantes primitives. Il voit dans le long poème de Maurice Sèvres le chef-d'œuvre unique de l'humanisme lyonnais, dont la principale caractéristique est l'ouverture d'esprit, l'absence totale de système, la haine de toute polémique, le refus de toute option, de tout dogme, l'acceptation de tout ce qui est humain. Aussi bien les aspirations platoniciennes que les lamentations de Pétrarque ou les vagabondages de l'esprit dans les régions du rêve, je pense à Pernette du Guillet. De cette école lyonnaise, dont Maurice Sèvres est le chef de file, sortiront aussi Louise Labbé, Charles de Sainte-Marthe et, plus indirectement, Pontus de Thiard. Maurice Sèvres est né à Lyon au début du XVIe siècle, d'une famille de notables bourgeois dont la fortune le mettait pour la vie à l'abri des soucis matériels et lui permettait de s'adonner en amateur aux études les plus diverses et aux divertissements les plus agréables. Il entre dans les lettres en 1535 avec la traduction d'un roman espagnol qui conte les déboires et les échecs de deux amants. C'est dans cette perpétuelle invention d'empêchements nouveaux, de tortures voluptueuses, que Maurice Sèvres, selon l'heureuse expression d'Albert-Marie Schmitt, se destine à répondre à sa vocation de poète lamentable. En 1533, Maurice Sèvres a cru découvrir en Avignon, dans un tombeau de la chapelle des frères prêcheurs, les ossements de l'Ordenove qu'aima Pétrarque. Il prend part au jeu littéraire de sa ville natale, à laquelle il restera fidèle jusqu'à la mort. Il triomphe dans le tournoi des blasons du corps féminin, concours de poèmes à la louange des dames. Clément Marot a écrit à Ferrare le blason du beau Tétin. Les blasonneurs organisent spontanément une sorte de concours où ils composent des litanies à la louange des parties les plus délicates du corps féminin. D'ailleurs, ils vont trop loin. Marot, et avec lui le prude libraire Gilles Corrozet, les rappellent à l'ordre. Disons bien que Maurice Sèvres est resté dans les limites de la décence. Il blasonne le front, le sourcil, la larme, le soupir, la gorge, et ces blasons passent en son siècle pour les modèles du genre. Dans le blason de la larme, il évoque au premier vers la larme féminine qui descend de la face dans les seins, lieux prohibés comme sacrés et saints, mais chose étonnante, il en arrive très vite à souhaiter voir des larmes sur la joue blanche et vermeille de la femme qui jusque-là lui résiste. Et c'est, pour terminer, sur lui-même que le poète s'attendrit. C'est à ses propres larmes et à leur possible effet qu'il dédie son invocation finale. Ô larme épaisse ou compagne secrète, qui sais assez comment amour me traite, sors de mes yeux, non pas à grand plein seau, mais bien descends à gros bruyants ruisseaux, et tellement excite ton pouvoir, que par pitié tu puisses émouvoir celle qui n'a commisération de ma tant grande et longue passion. C'est qu'en 1536, le destin a placé sur la route de Maurice Sèvres la jeune poétesse Pernette du Guillet. Le voici qui brûle aussitôt d'une passion inextinguible et pas du tout platonicienne. Il soupire, il note ses soupirs et ses espoirs, détaille sa propre peine, se félicite et se plaint à la fois que Pernette un jour ait cédé, ou presque cédé, à ses voluptueuses délicatesses. Maurice Sèvres a 35 ans, Pernette 16 à peine passées. Pernette devient, par la volonté de sa famille, l'épouse de M. du Guillet, ce qui redouble les ardeurs et la jalousie du poète. La chasteté involontaire de cet amour lui exaspère le cœur et les sens. C'est avant tout du récit de cette aventure malheureuse qu'est fait le long poème « Délie, objet de la plus haute vertu », c'est le titre complet.
449 dizains décasyllabiques, précédés d'un huitain liminaire. Et cet objet de la plus haute vertu, avant d'être une occasion de purification, bien involontaire à ce qu'il semble, est d'abord l'objet de larmes voluptueuses. Que le titre platonisant ne nous abuse pas. Libre vivais en l'avril de mon âge, de soins exempts sous cette adolescence, où l'œil, encore non expert de dommages, se vit surpris de la douce présence, qui par sa haute et divine excellence m'étonna l'âme et le sens tellement, que de ses yeux larchés tout bellement ma liberté lui a tout asservi, et dès ce jour continuellement, en sa beauté gis ma mort et ma vie. C'est le beauté qui embellit le monde, qu'en naquit celle en qui mourant je vis, a imprimé en ma lumière ronde non seulement ses linéaments vifs, mais tellement tient mes esprits ravis en admirant sa mirable merveille que, presque mort, sa déité m'éveille en la clarté de mes désirs funèbres, où plus m'allume et plus dont m'émerveille, elle m'abîme en profondes ténèbres. Plutôt seront Rhône et Saône déjoints que d'avec toi mon cœur se désassemble. Plutôt seront l'un et l'autre monts joints qu'avec nous aucun discorde s'assemble. Plutôt verrons et toi et moi ensemble le Rhône aller contre mont lentement, Saône monter très violemment, que ce mien feu tant soit peu diminue, ni que ma foi décroisse aucunement. Je vois en moi être ce mont Fourvière en maintes parts pincé de mes pinceaux. À son pied courent l'une et l'autre rivière, et jusqu'au mien descendent deux ruisseaux. Il est semé de marbre à main monceau, moi de glaçons. Lui, auprès du soleil, se rend plus froid, et moi, près de ton œil, je me congèle, ou, loin, d'ardeur je fume. Seule une nuit fut son feu non pareil, là, toujours jarde et point ne me consume. Les extraits de la Délie que vous venez d'entendre, je les ai choisis en raison de leur résonance exclusivement terrestre. Ils sonnent des mêmes cris exaltés, douloureux que les sonnets de Louise Labbé. Les allusions à la colline de Fourvière, au Rhône et à la Saône leur donnent un ton de chair. Dans le Disin 43, Maurice Sèvres accepte, avec des oppositions pétrarchisantes, les exsangues contradictions de l'amour le plus férocement humain. Moins je la vois, certes plus je la hais. Plus je la hais et moins elle me fâche. Plus je l'estime et moins compte j'en fais. Plus je la fuis, plus veut qu'elle me sache. En un moment deux divers traits me lâchent, amour et haine, ennui avec plaisir. Fort est l'amour qui lors me vient saisir, quand haine me vient et vengeance me crie. Ainsi me fait haïr mon vain désir, celle pour qui mon cœur toujours me prie. Au fond, quelle mésaventure décrit le poète tout au long de ses plaintes, celle de n'être pas payé de réciprocité. La psychologie de Marcille Ficin, dont nous avons parlé dans notre premier entretien, nous apprend que l'amant meurt en lui-même pour vivre tout entier en celle qu'il aime. Et si l'ami ne lui rend pas la vie en l'aimant à son tour, c'est une mort définitive que souffre l'amant. Délie Pernette ne semble pas avoir jamais redonné la vie à celui qu'il aimait. À la fin du poème, au moins, trouvons-nous un cœur apaisé, ce qui serait le signe d'une ascension dialectique vers la beauté incréée? Non. Les derniers disins sont un appel à la mort, mais il y a loin de cette mort non sereine à l'amour divin que la purification platonicienne produisait dans l'âme de Marguerite de Navarre. Si tu t'enquiers, pourquoi sur mon tombeau l'on aurait mis deux éléments contraires, comme tu vois être le feu et l'eau entre éléments les deux plus adversaires? Je t'avertis qu'ils sont très nécessaires pour te montrer par signes évidents que si en moi ont été résidents larmes et feux, bataille âprement rude, qu'après ma mort encore, si dedans je pleure et hare pour ton ingratitude. Je pleure et brûle pour ton ingratitude, je ne connais rien de moins apaisé, de moins sublimé, de moins résolu dans l'amour divin que ces textes de la Délie. Essayons à présent une lecture platonicienne.
Il faut se rendre à l'évidence. Quand Maurice Sèvres affirme la supériorité de son chaste amour sur l'amour charnel de M. du Guillet, c'est là, plus que vue platonicienne, une manière de faire contre mauvaise fortune bon cœur, et une raison d'aimer plus étant moins comblée. Meilleur au cœur, mais d'avoir chaste été, en si pudique et haut contentement, et abhorrir pour vil contentement, le bien qu'amour, amour lascif, conseil. Maurice Sèvres connaît, à n'en pas douter, la doctrine platonicienne du chaste amour, mais la raison qu'il se donne pour préférer le chaste amour à l'amour voluptueux n'est pas sans amère ironie. Jean Festugière tire de quelques vers l'idée que la délie est le récit d'une purification. Tout au plus peut-on tirer de ces passages la preuve que Maurice Sèvres connaissait les bienfaits qu'eût pu lui apporter une adhésion sincère au parfait amour. Il ne semble jamais avoir été capable de cette adhésion. Pour ma part, je ne vois pas dans la délie que Maurice Sèvres penche nettement du côté du platonisme. Chez Charles de Sainte-Marthe, autre poète de l'école lyonnaise, la chasteté a une autre allure, et les invocations à Dieu une résonance bien plus sincère. Amoureux de mademoiselle Béringue, Charles de Sainte-Marthe lui affirme, en bon disciple de Marsile Ficin, que l'amour vient de la vertu. Quoique œuvre soit de nature parfaite, œuvre divin et splendeur angélique, votre vertu seule m'y a induit, et, par amour très honnête, conduit, une douceur en vous très génuine, une bonté traite en face bénigne. Ailleurs, Charles de Sainte-Marthe donne sa définition de l'amour. Elle est parfaitement platonicienne. Amour n'est rien que bonne volonté, signifiant entière affection. Amour à bien est toujours apprêté, amour aussi à ses fins arrêtées de parvenir à la perfection. Amour prétend une conjonction individu et par ainsi honnête, or ne peut donc être amour déshonnête. Cette conception de l'amour qui tend toujours au bien, c'est Platon, c'est Marsile Ficin, c'est Marguerite de Navarre. Que s'est-il donc passé, puisque Maurice Sèvres et Charles de Sainte-Marthe, tous deux humanistes lyonnais, ont à peu près du platonisme la même connaissance? Chez Sainte-Marthe, les théories platoniciennes tombent en terrain spiritualiste, chrétien. Elles font naître en lui un désir d'absolu et purifient son amour, déjà chaste de fait et de désir, pour Béringue. Chez Maurice Sèvres, au contraire, le platonisme tombe dans une nature ardente, sensuelle sans doute, peu disposée à la spiritualisation d'un amour qui lui mord ardemment le cœur et la chair. Parce qu'il n'est ni de fait ni d'espoir un chrétien profond, Maurice Sèvres ne peut être qu'un platonicien de surface. Avec le concours de Jean Levray, M. Jean-Jacques Kim vous a parlé de Maurice Sèvres.